sous le soleil de Saint-Maur-des-Fossés, 30 degrés à l'ombre. Et je sens que je vais faire des jalouses cet après-midi. Vous êtes jalouses, mesdames, non? Messieurs aussi. On a le plaisir de recevoir Guillaume Musso, monsieur Guillaume Musso, l'auteur qui monopolise le podium des meilleures ventes de livres en France et qui monopolise le cœur des lecteurs, des lectrices. On est très très content de vous accueillir cet après-midi. Et en plus, il a l'air sympa, vous ne trouvez pas? On a beaucoup de chance. Alors Guillaume, un petit message personnel. Moi, je pense que vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. C'est très parce sympa. que, pour l'anecdote, je suis très phobique de l'avion. Et à chaque fois que je prends l'avion, j'emporte systématiquement le dernier Musso avec moi. Et je peux vous dire que je ne vois pas les heures de vol passer. C'est très gentil. Donc voilà, ça c'était un petit message perso. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Alors sur ce côté hyper prenant de vos romans, on le retrouve dans 7 ans après, votre dernier ouvrage paru chez Exo Éditions. Là encore, c'est très haletant. On commence à le lire, on ne le lâche plus. Je vais vous le pitcher, vous me corrigez Guillaume si je fais preuve d'un peu d'imprécision. C'est l'histoire d'un homme qui vit à New York et dont le fils disparaît dans des circonstances mystérieuses. Lui et son ex-femme se lancent donc à sa recherche dans une quête qui va les mener à Paris, mais aussi au Brésil, à Rio, à Manos. Sans déflorer l'histoire, il y a quand même des meurtres sanglants, du trafic de drogue, des narcotrafiquants. Guillaume, ça déconne pas, hein. Là, je pense que vous êtes allé un peu loin. On n'est pas forcément habitué à cette facette un peu violente, entre guillemets, de vos romans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y frotter ? Alors c'est vrai que ce roman marque un peu un tournant pour moi. Là, il y avait vraiment l'envie d'écrire un thriller un petit peu Hitchcockien, c'est-à-dire prendre un couple ordinaire et le confronter un petit peu à une situation extraordinaire. Et là, on a effectivement, 7 ans après leur divorce, un couple que tout oppose, qui est obligé de refaire équipe pour essayer de sauver leur enfant disparu. Donc il y avait l'envie effectivement d'abandonner un petit peu momentanément le surnaturel ou des histoires un peu sentimentales pour le plaisir de l'enquête et le plaisir comme ça d'embarquer des gens comme vous et moi dans une situation qui les dépasse. Alors, il y a un côté assez réaliste, notamment sur le volet narcotrafiquant, etc. Est-ce que vous êtes documenté pour vraiment donner cette impression de vécu dans le roman ? Oui, c'est vrai que moi, dans mes romans, en amont, je fais vraiment un travail de journaliste, c'est-à-dire je rencontre des gens. Là, le héros est luthier. Je suis allé dans une lutherie. Il y a un travail comme ça de journaliste, de documentation, pour mieux s'en éloigner, c'est-à-dire essayer de connaître le sujet dont on parle sans pour autant que ça bloque la lecture ou que ça la plombe avec un côté trop documentaire. Pour en revenir à ce côté haletant, vous êtes un peu vilain, Guillaume, hein, parce que à chaque fin de chapitre, quasiment, il y a un énorme cliffhanger. Vous savez ce que c'est un cliffhanger, vous ? C'est le plaisir de lire. Non, mais c'est ce rebondissement côté énorme. Voilà, c'est cette envie de tourner les pages. Vous savez, c'est le plaisir qu'on a tous connu quand on était petit ou qu'on était adolescent, qu'on commençait à lire et que le soir, on se disait allez, encore un chapitre, puis un dernier, et qu'on se retrouvait finalement à 2 ou 3 heures du matin en ayant terminé le roman. Donc oui, puis cette mécanique du suspense a un côté ludique qui, pour moi, me fait retrouver comme ça des plaisirs de l'adolescence. Est-ce que du coup, vos romans, quand vous les construisez, répondent à une structure hyper précise ? Vous avez tout en tête avant de vous lancer ou... C'est vrai qu'au début, il y avait ça. Mes premiers romans suivaient une sorte de plan assez bâti, selon une espèce de mécanisme d'horlogerie. Mais plus je prends confiance dans mon écriture et plus Vous lâchez un peu la bride, là. Je lâche un peu la bride. Ouais. Comme vous dites, c'est-à-dire que je fais davantage confiance en fait au personnage, donc je me confronte assez rapidement à l'écriture et le côté le plus jouissif finalement, c'est quand des personnages que vous avez créés se mettent à vouloir faire des choses auxquelles vous les destiniez pas forcément. Et là, c'est un peu la créature que vous avez créée qui a une emprise en fait un peu sur vous. C'est à la fois un cliché de dire ça, mais
les gens qui écrivent ont souvent expérimenté ça. Alors vous l'avez dit, hein, dans 7 ans après, effectivement, il n'y a plus tellement cette dimension surnaturelle, mais peut-être un volet un peu plus réaliste. Néanmoins, je vous rassure, il y a toujours la Musos touch, l'amour avec un grand A. Mais alors, Guillaume, j'ai l'impression que vous aimez bien l'amour tourmenté. Parce que dans vos romans... La vie est un peu comme ça. Soit les couples sont séparés par un océan, soit par la distance, soit ils sont séparés par le monde fictionnel, comme c'est le cas dans La fille de papier. Là, dans 7 ans après, le couple de personnages est séparé, ils ont divorcé, ils semblent se détester. Pensez-vous qu'il n'y a pas d'amour sans histoire, que c'est vraiment un ingrédient intéressant ? C'est les histoires d'amour quand même les plus intéressantes sont quand même celles qui sont les plus compliquées, malheureusement. Enfin, on a tous expérimenté ça aussi dans la vraie vie. C'est vrai que c'est... Là, je voulais un couple séparé et... Je voulais lui donner une seconde chance, en fait. J'aime bien ce thème de la seconde chance. J'aime bien, voilà, parce que souvent, enfin, on peut se rencontrer et parfois c'est la bonne personne, mais c'est pas le bon moment. Parfois c'est le bon moment. On est libre, on est ouvert à l'amour, mais on rencontre pas la bonne personne. Et là, c'est un homme et une femme qui ont 40 ans, qui ont déjà vécu, qui ont fait des erreurs. Qui connaissent leur caractère, qui connaissent leurs failles, et qui ont fait 2 enfants. Voilà. Et donc, voilà, c'était intéressant de retrouver un petit peu ce que j'aime beaucoup dans les comédies américaines des années 40, qu'on appelle les screwball comédies avec Cary Grant, Katharine Hepburn, où vous avez ces personnages qui passent finalement 1h30 à parfois se disputer, se lancer des vannes, et qui pourtant, cette dispute est un prétexte pour ne pas s'avouer, en fait, qu'ils s'aiment, parce que l'amour finalement fait peur. Et je voulais retrouver à la fois ce rythme des comédies américaines que j'aime tant et cette ambivalence un petit peu de l'amour. Alors toujours pour rester dans la Musos touch, on voyage une fois de plus entre les États-Unis, New York et la France à Paris, puis on embarque en Amérique latine, tout à fait, avec à chaque fois une description hyper documentée, précise, minutieuse des lieux. À Paris, ce sont des rues de Montmartre. Si vous baladez parfois à Paris, vraiment, on peut reconnaître certains détails. À New York aussi, c'est la même chose. On sent le souci du détail dans la description. Est-ce que vous vous baladez avec un petit carnet? Est-ce qu'on peut vous croiser là au coin de la rue en train de prendre des notes pour donner cette impression de véracité? Brooklyn, Paris, enfin tout ce qui est décrit là dans le roman. Oui, je suis allé en repérage. C'est à la fois, c'est un luxe pouvoir avoir le temps de voyager, d'interroger les gens, de prendre des photos, de faire effectivement, comme vous dites, aujourd'hui avec son téléphone, on filme, et d'essayer de restituer. Alors bien sûr, c'est toujours difficile de restituer une ambiance, mais parfois il suffit de 3-4 détails bien choisis pour arriver comme ça à avoir finalement suffisamment de couleurs, sans pour autant plomber le roman par 1 page et demie de description qui n'amène rien à l'intrigue. Là, en l'occurrence, est-ce que vous êtes rendu au Brésil pour ce roman? Je ne suis pas rendu au Brésil parce que le Brésil est vu à travers les yeux de Sébastien, qui déteste ça, le héros. Et je voulais en fait un Brésil un petit peu fantasmé, tel que... Alors je me suis documenté, bien sûr, il y a pas de... Mais je voulais le restituer tel que je l'avais en tête. Et je voulais un Brésil un petit peu moite, un petit peu humide, un petit peu qui soit propice comme ça aux ambiances un petit peu policières. J'ai hésité à m'y rendre, mais finalement le premier jet me satisfaisait. J'avais suffisamment de matière. Là, je pars à Boston, à Harvard, pour faire des repérages pour mon prochain roman. Votre prochain. Voilà. Bon. Alors, cette dimension très descriptive des lieux, ces rebondissements, ça nous donne une écriture qu'on pourrait presque qualifier de cinématographique. Alors, Guillaume, quand est-ce que vous nous pondez votre premier scénario? À la base, ce roman, figurez-vous, était un scénario. Voilà, il y a 3 ans, j'ai écrit ce scénario. C'était beaucoup plus une comédie familiale à l'époque. Et en fait, finalement, cette histoire m'inspirait tellement que je me suis dit... j'ai eu envie de le traiter davantage sous forme de roman, parce que un scénario, vous maîtrisez pas grand-chose. Vous savez qu'après, vous allez être pris par
la machine du cinéma où vous avez finalement très peu de liberté. Vous avez que des contraintes, des contraintes Faut être un peu financières. dépossédé du texte. Complètement. Et là, j'avais pas cette envie-là. Surtout que quand vous avez l'habitude d'écrire des romans, vous êtes vraiment vous aux commandes. Vous êtes Dieu en fait. C'est-à-dire voilà, il y a un côté démiurge très très fort. Alors que au cinéma, voilà, vous vous sentez dépossédé de ça. Et cette histoire, elle était trop personnelle. Enfin, je m'y suis trop impliqué pour finalement ne pas en donner une version. La version telle que je la voulais, c'est-à-dire à travers le roman. Cela dit, vous avez raison, ça reste des romans qui sont séquencés, dans lesquels effectivement il y a un suspense qui va crescendo et un côté cinématographique. Moi, je suis en fait issu d'une double culture. Ma mère était bibliothécaire, donc j'ai découvert la littérature classique assez tôt et une culture de gens qui ont entre 30 et 40 ans, c'est-à-dire qui ont été élevés avec les VHS, puis plus tard les DVD, les séries, les BD, les jeux vidéo. Donc une culture de l'image aussi. Alors, concernant vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de biscuits? Là, on est entre nous, là, pour vos fans qui sont là. Sur quoi vous travaillez? Quel roman, un lieu, quelque chose? Donc un prochain roman qui, je vous l'ai dit, commencera sans doute à Boston, sur le campus de Harvard, et une envie aussi de retrouver peut-être une petite touche surnaturelle. Donc voilà. Le retour du surnaturel. Peut-être. Alors vous avez de nombreux fans là qui sont venus vous voir. Est-ce que c'est important pour vous de les rencontrer et c'est l'occasion de faire quoi quand vous les voyez sur les salons? Toujours très important, toujours un plaisir, toujours ça discuter, ça valide un petit peu votre travail. C'est-à-dire que l'écriture, vous êtes très seul. C'est-à-dire pendant 10 mois, vous êtes seul devant votre écran, travailler 10-12 heures par jour. Et voilà, à vous torturer les méninges. Et la discussion avec les lecteurs, elle permet d'avoir voilà, ce retour. Permet d'abord de dire aussi merci. Un merci qui est souvent réciproque. C'est-à-dire que moi, mon succès, je le dois en grande partie au bouche à oreille. Donc c'est vraiment ça qui, des années, pendant des années, c'est ce bouche à oreille qui m'a porté. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de courriers. Et dans les courriers, ce qui revient tout le temps, c'est « je vous ai lu parce que mon meilleur ami ou ma meilleure amie, ou ma mère ou mon père, ou ma copine... mon amoureux m'a conseillé un de vos romans. » Donc c'est davantage voilà, par ce biais-là que les gens m'ont lu. Et donc la rencontre avec les gens, ça permet de dire merci. Eh ben, on est très contents. On va terminer par un petit quiz, Guillaume, parce qu'on sait que vous avez vécu aux États-Unis quand vous aviez 19 ans. Quelques mois, oui, j'y retourne souvent. Vous avez fait des petits boulots, tout ça, mais on sent aussi que vous adorez Paris. On va se faire donc un petit quiz franco-américain. Alors attention, ça va hyper vite. Vous êtes plutôt burger ou blanquette? Burger. Tour Eiffel ou Statue de la Liberté? Statue de la Liberté. Biarritz ou Malibu? À Biarritz. Ah, quand même. Oui. François Hollande ou Barack Obama? Joker. Ah, non, vous pouvez pas dire ça. Non. Bon, ok. Michel ou Valérie Trierweiler? Ah, Valérie, je la connais. Elle m'a interviewé 2 fois pour Paris Match et j'avais trouvé très sympathique. D'accord. Le troquet du coin ou le Starbucks sans le citer? Non, le troquet dans lequel on a mangé à midi, là, c'était bon parfait. Ouais. Bon, votre série américaine préférée, est-ce que je sais que vous les aimez bien? Ma série américaine préférée du moment, c'est Mad Men. Ça se passe dans le New York des années 60. Excellente bon série. Alors, plus dur, votre série française préférée? Engrenage. Je ne vais pas tomber dans le cliché de dire en disant il n'y a aucune série française, blablabla. C'est vrai qu'elles sont moins bien en règle générale que beaucoup de séries américaines, mais il faut toujours penser que ce qui nous parvient en France est quand même le meilleur des séries américaines. Et il y a aussi tout un tas de séries américaines qui ne sont pas terribles. Super. Eh ben merci Guillaume. Alors merci, le public Mélanie. a le droit de vous poser quelques questions. Est-ce qu'il y a un petit micro qui se balade? Est-ce que vous avez envie de poser une question à Guillaume Musso, qui nous fait le plaisir d'être là? Sinon, j'en ai encore plein d'autres. Hein. Non, vous êtes timide? Vous êtes timide? Qu'est-ce que je fais? J'en pose une, du coup? Allez, madame! Il vous mangera pas. Hein. Guillaume est hyper sympa. Je pense qu'il vous mangera pas.
Alors si moi j'en ai une, parce que Guillaume Musso, vous avez quand même cette image d'écrivain un peu populaire, Oui. et populaire parfois dans un sens un peu péjoratif. Oui. Est-ce que c'est une critique qui vous touche, qui vous fait pas plaisir? Comment vous percevez ça? Franchement, c'est pas mon combat en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes publié, vous savez que vous allez être lu, vous savez que vous allez être lu par des gens, que certains vont avoir un regard bienveillant et que d'autres moins. Mais ça fait tellement partie du jeu et c'est tellement pas important. Mais je veux dire que ça soit une critique positive me fait plaisir 3 minutes, mais elle change pas ma vie. Une critique négative, pareil. Donc je suis très très tranquille avec ça et plutôt très fier d'avoir des lecteurs, très fiers même. Très bien, bon, on est ravis de vous accueillir. S'il n'y a Merci. pas d'autres questions, vous aurez la chance de voir Guillaume Musso sur son stand pour faire dédicacer son dernier roman. Donc je vous le rappelle, 7 ans après, voilà, qui est vraiment très prenant, que je vous conseille pour cet été. Vous passerez un excellent moment. N'hésitez pas à le rencontrer. Et alors Guillaume, oh là là, pour rendre ma mère et autres consoeurs jalouses, je vais me prendre en photo avec vous si ça vous dérange pas. Allez, bien Elles sûr. vont être trop dégoûtées. Hop, je le fais, hein, ça vous embête pas? J'ai un téléphone de haute technologie en plus. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Merci.